Bonjour, je suis Denis Grindorge, je suis consultant formateur pour le cabinet ABAC Conseil et je vais vous présenter dans cette courte vidéo les nomenclatures Séraphin PH. Je vous donnerai des éléments quant à leur impact et les utilisations possibles pour vos établissements. Le sigle Séraphin PH est un acronyme qui signifie Services et établissements, réforme pour une adéquation des financements au parcours des personnes handicapées. Séraphin s'inscrit dans la réforme de la tarification. L'idée qui est derrière est de permettre l'évolution des réponses des établissements et des services pour accéder à plus de souplesse et plus de réactivité dans l'ajustement aux besoins et aux attentes des personnes en situation de handicap. De ce fait, l'objectif de Séraphin PH va être d'allouer des ressources de façon proportionnée aux besoins des personnes en situation de handicap et de proposer des prestations qui soient adaptées en réponse à ces besoins identifiés. Donc plus de souplesse dans la réponse aux besoins des personnes handicapées. Ainsi, la CNSA et la DGCS ont travaillé avec les financeurs, que sont l'assurance maladie, les conseils généraux, mais aussi les associations gestionnaires et les associations de personnes en situation de handicap, pour construire ce référentiel de besoins et pour élaborer un référentiel de prestations que je vais vous présenter juste après. Je vais maintenant vous présenter rapidement les travaux qui ont été réalisés et les travaux qui sont en cours. 2015 a marqué le début des travaux autour de Séraphin PH avec l'élaboration des premières nomenclatures de besoins et de prestations, validées en 2016 par le comité de pilotage et qui ont été réactualisées en avril 2018. Je vous montrerai l'actualisation qui a été faite à ce moment-là. Et à partir de là, donc une diffusion de ces nomenclatures pour qu'elles puissent être expérimentées par les établissements. Important de souligner que la méthodologie d'élaboration de ces nomenclatures était vraiment fondée sur une co-construction avec l'ensemble des acteurs du champ du handicap, donc à la fois des professionnels et des personnes en situation de handicap, leurs représentants et leurs associations. Alors de quoi s'agit-il? Ces nomenclatures constituent un dictionnaire qui va permettre de définir des besoins et, pour répondre à ces besoins, de définir des prestations. Et il ne s'agit pas d'un référentiel tarifaire, il n'est pas question de tarifs au sein de cette nomenclature. Depuis 2016, l'équipe nationale Séraphin PH constate que les acteurs de terrain se sont petit à petit appropriés ces nomenclatures, notamment du fait de leur intérêt pour une description partagée de ces besoins et des réponses qui sont proposées, avec un langage commun, un langage partagé par l'ensemble des acteurs. Je terminerai ce temps de présentation des travaux en cours par le rapport de synthèse publié fin 2019 qui a élaboré des propositions de modèles de financement possibles dans le cadre de Séraphin PH. Les auteurs du rapport ont bien précisé que leurs objectifs étaient un objectif d'équité, un objectif de simplicité et un objectif de soutien à la transformation de l'offre actuelle, toujours dans l'idée d'encourager des parcours fluides, modulaires et personnalisés. Le rapport présente 3 modèles, mais je ne vais vous présenter que celui qui a été retenu par Madame Cluzel et qui sera mis en expérimentation à partir de 2021. Il s'appuie sur évidemment une évaluation et un recueil des besoins de la personne, avec la possibilité d'associer un financement direct à la personne pour quelques prestations qui seront définies, le financement pouvant aller soit à l'établissement qui les met en œuvre, soit à un autre prestataire, et puis des financements pour les établissements, avec une part liée aux besoins des personnes accompagnées, des prestations directes, une part socle qui va comprendre toutes les prestations indirectes sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure, et puis une part variable qui va être selon l'évaluation des besoins des personnes handicapées, avec une marge de manœuvre envisagée pour la prise en compte de spécificités territoriales. Les échéances pour cette expérimentation sont les suivantes. En 2020, donc tout au long de l'année 2020, une étude d'opportunité pour évaluer et co-construire les conditions de l'organisation de cette expérimentation sur probablement des établissements volontaires. En juillet 2020, un comité stratégique pour valider ces contours de l'expérimentation et 2021, le déploiement de l'expérimentation.
Enfin, et j'en terminerai cette première partie de présentation par là, l'équipe Séraphin PH garde une vigilance sur tout un tas d'éléments que je vous ai dit au début de cette présentation, la question de faciliter les parcours, la question de l'inclusion, la question des partenariats, la question du territoire évidemment, et puis l'accompagnement au changement des équipes qui vont devoir travailler avec cette nouvelle façon de concevoir l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Maintenant, nous allons regarder quels sont les principes de construction de ces nomenclatures. Comme nous l'avons vu, ces nomenclatures vont donc s'attacher à définir les besoins pour pouvoir en déduire les prestations qui seront les réponses. Les besoins, c'est entendu comme un écart entre une norme d'activité et une participation et les capacités des personnes. Les prestations sont entendues comme les réponses qui vont permettre de diminuer, de combler cet écart à la norme et à l'attendu des personnes. On est dans la logique de compensation telle que la loi de 2005 la définissait. Ces nomenclatures sont construites en faisant référence à la CIF, la classification internationale du fonctionnement de l'OMS, qui va prendre en compte les interactions entre les fonctions organiques et les structures anatomiques, les facteurs personnels et les facteurs environnement, et c'est avec ces ensembles de critères que vont être identifiées les restrictions de participation à la vie sociale et les limitations d'activité. Ainsi, vous voyez qu'il y a une norme qui est variable, qui est dépendante des individus, de son environnement, hein, qui n'est pas universelle, évidemment. Et puis, il y a en bas du schéma les capacités de réalisation de la personne, là aussi, qui sont personnes dépendantes. Et le besoin va s'identifier comme étant cet écart entre ces capacités de réalisation dont dispose la personne et la norme attendue dans son environnement, avec sa culture, avec ses habitudes de vie, etc. Concrètement, les nomenclatures sont construites autour de 3 domaines. Le domaine de la santé, somatique, psychique, déficience, maladie. Le domaine de l'autonomie, les activités, la communication, les décisions, la mobilité. Et le domaine de la participation sociale, qui va de l'école jusqu'au travail, logement et les ressources. On est dans une logique qui est commune avec la classification internationale du fonctionnement de l'OMS. Et on va rentrer dans le détail de ces 3 grands domaines juste après. Celles-ci sont ensuite partagées en 2 grands blocs. Le bloc des prestations directes qui vont concerner l'accompagnement de la personne en termes de soins et d'accompagnement. Et un autre grand bloc de prestations indirectes, c'est tout ce qui va être nécessaire pour une réponse de qualité. Donc c'est tous les services annexes pour les établissements et services. Ces nomenclatures n'ont pas de lien direct avec les classifications des établissements médico-sociaux. Vous avez ici schématisé le principe de construction de ces nomenclatures, avec à gauche les besoins en autonomie, besoins en santé, besoins en participation sociale, et à droite les prestations directes, prestations de participation sociale, d'autonomie et de soins, et les prestations indirectes, fonctions logistiques, de gestion, de management et de coopération. On va rentrer dans le détail de tout ça. Enfin, dans le principe de construction de ces nomenclatures, vous allez retrouver une triple exigence. 1, que les définitions ne soient pas ambiguës. 2, qu'il y ait une exhaustivité des composantes, c'est-à-dire que ça couvre l'ensemble des besoins identifiés des personnes en situation de handicap, et qu'il y ait aussi une exclusivité de ces composantes les unes par rapport aux autres, c'est-à-dire que chaque besoin est identifié et chaque prestation est identifiée sans qu'elle puisse être confondue avec un autre besoin ou une autre prestation. Commençons par parcourir les nomenclatures de besoins. Nous voyons dans ce tableau que les besoins sont regroupés en 3 grands blocs, les besoins en matière de santé, les besoins en matière d'autonomie et les besoins en matière de participation sociale. Chacun des besoins identifiés est décrit dans une fiche que vous trouverez dans la nomenclature. Cette fiche comprend une définition globale du besoin, une description plus détaillée de ce que c'est que ce besoin,
et vous y trouverez les correspondances avec la classification internationale de fonctionnement. Le dernier paragraphe est un petit paragraphe discriminant qui s'intitule « Ce que ce n'est pas » et ça permet d'éviter les confusions quand vous avez un doute par rapport à un besoin, donc c'est intéressant de pouvoir y référer régulièrement. Nous allons passer en revue l'ensemble des besoins décrits dans cette nomenclature. Donc les besoins en matière de santé somatique et psychique, vous y trouverez tout ce qui concerne les fonctions mentales, psychiques, cognitives, le système nerveux, le sensoriel, la douleur, tout ce qui a rapport à la voix, la parole, l'appareil bucco-dentaire, tout ce qui concerne le cardiovasculaire, l'hématopoïétique, l'immunitaire, le respiratoire, tout ce qui concerne les besoins en matière de fonctions digestives, métaboliques, endocriniennes, les fonctions génito-urinaires et reproductives, les fonctions locomotrices, la peau, les structures associées, et tout ce qui va concerner l'entretien et prendre soin de sa santé. J'insiste souvent sur ce dernier item, le 1.1.1.10, donc les besoins pour entretenir et prendre soin de sa santé, car ça va comprendre tout ce qui permet aux gens d'être en bonne santé. Ça fait partie du soin, c'est pas identifié à une fonction organique particulière, mais c'est bien repéré comme un besoin pour les personnes handicapées du côté de la santé en général. Ensuite, du côté de l'autonomie, vous allez trouver 4 items. Donc, ce qui concerne l'entretien personnel, les relations, les interactions avec autrui et la mobilité, et puis tout ce qui va concerner la prise de décision adaptée et la sécurité des personnes. Enfin, et je vous disais que c'était le bloc le plus important, les besoins en matière de participation sociale vont être déclinés en besoins pour accéder aux droits, à la citoyenneté, vivre dans un logement, accomplir des activités domestiques, toute la question de l'insertion sociale et professionnelle qui commence par le scolaire, la vie étudiante, le travail, l'emploi, l'apprentissage, la vie familiale, la parentalité, la vie affective et sexuelle, la pérédance. Du côté de la participation à la vie sociale et des déplacements, vous avez tous les besoins concernant la participation à la vie sociale et des déplacements, et puis toutes les questions autour des ressources, de l'autosuffisance économique. On est bien en train, dans ce listing, de parler des besoins, c'est-à-dire de l'écart entre les capacités des personnes, leur potentiel, et la norme attendue pour eux d'accession à la citoyenneté, à l'autonomie et aux soins. Petite remarque par rapport à ce listing de besoins, vous trouverez dans les nomenclatures des précisions pour chacun d'eux qui vont vous dire ce que cela comprend. Je ne vais pas toutes vous les lister parce que ça serait un petit peu fastidieux, mais je vous renvoie aux nomenclatures pour aller les chercher. Par exemple, du côté de la santé, chacun des besoins est identifié du côté des structures et du côté des fonctions, structure du cerveau, fonction du cerveau, etc., etc. Et puis sur l'autonomie, sur la participation, vous allez aussi trouver des subdivisions. Donc vraiment, je vous invite à feuilleter cette nomenclature pour avoir toutes ces précisions quand vous serez amené à vous servir des nomenclatures Séraphin PH. Ici, je vous présente un exemple de fiche de besoin. Donc, vous allez trouver la définition et la description du besoin en haut de la fiche. Vous allez trouver ensuite les correspondances avec les codes de la classification internationale de fonctionnement et tout un tas de précisions sur ce qui est compris dans ce besoin. Et vous trouvez en bas donc ce que ça n'est pas, le caractère discriminant qui vous permet de vérifier si ce que vous avez repéré comme un besoin est bien en correspondance avec cette définition-là. Je vais maintenant vous présenter les nomenclatures des prestations. Quelques éléments avant de commencer de rentrer dans cette nomenclature des prestations. L'équipe Séraphin PH insiste bien sur le fait que ces prestations ne parlent pas de financement ni de modèle tarifaire. Il n'y a pas de liaison qui sont faites avec ça. Il est précisé aussi que ces prestations peuvent être mises en œuvre par les établissements et les services médico-sociaux, mais aussi par d'autres acteurs, soit du privé, soit en libéral. L'intérêt de ces prestations, c'est de pouvoir décrire ce que chaque établissement ou service va réaliser et d'avoir un langage partagé, là encore, pour décrire ces prestations. Et il est clair que dans la mesure où l'essentiel des activités des établissements médico-sociaux, c'est des charges de personnel, bien sûr que ces prestations vont être majoritairement des prestations d'intervention de personnel. La nomenclature des prestations est organisée en deux blocs. Un premier bloc
qui va concerner les prestations de soins et d'accompagnement, qu'on appelle aussi les prestations directes. On va retrouver nos trois domaines, le soin, l'autonomie et la participation sociale, auquel s'est rajouté en 2018, c'était la mise à jour dont je vous parlais tout à l'heure, la prestation de coordination renforcée pour la cohérence du parcours. Je ferai un petit focus tout à l'heure là-dessus. Le deuxième bloc va concerner ce qu'on appelle les prestations indirectes, c'est-à-dire le pilotage et les fonctions support. On va retrouver les deux composantes que sont la gestion et le management, la coopération et les fonctions logistiques. Je rentrerai dans le détail aussi juste après. L'ensemble des prestations sont principalement des actions ou des tâches qui sont réalisées par des professionnels. La question du temps dédié à une prestation n'a pas été arrêtée, ne fait pas partie du cahier des charges de SERAFIN-PH. Les prestations directes concernent des professionnels d'accompagnement, santé, psychologues, personnels sociaux, éducatifs et enseignants, alors que les prestations indirectes vont concerner plutôt les personnels administratifs, personnels de direction, cadres, et tous les personnels logistiques et services. Nous retrouvons pour les prestations le tableau équivalent à celui des besoins, dans lequel on va retrouver nos trois grands domaines, les prestations de soins, les prestations de participation sociale, les prestations d'autonomie, auquel se rajoute un quatrième bloc de prestations qui est la prestation de coordination renforcée pour la cohérence de parcours. De même pour les prestations indirectes, vous trouverez dans ce tableau l'ensemble des prestations indirectes du côté de la fonction de gestion, management de coopération et du côté des fonctions logistiques. Chaque prestation fait l'objet d'une fiche qui va être construite selon les mêmes modalités que celles des fiches besoins. Vous y retrouverez une définition de la prestation avec sa description. Vous y trouverez des éléments relatifs aux professionnels qui réalisent la prestation et vous verrez que la liste de professionnels qui peuvent réaliser la prestation est assez large. Vous trouverez une liste de besoins auxquels répond la prestation, qui est d'automaticité. Et vous trouverez le dernier paragraphe discriminant aussi ce que ça n'est pas, ce qui vous permet éventuellement de trancher quand vous avez une hésitation entre deux prestations. Ici, je voudrais souligner une chose importante, à savoir que la notion de prestation inclut tout ce qui va concerner sa réalisation. Le processus de réalisation fait partie de la prestation, donc tout ce qui va concerner l'entrée, l'admission et la sortie, ainsi que l'évaluation initiale, la définition du projet d'accompagnement, sa mise en œuvre, la coordination du projet individuel, les réévaluations, la référence de projet, tout ça fait partie de chaque prestation et ne donne pas lieu à une prestation spécifique. Si on regarde maintenant le détail de ces prestations, on va trouver des prestations de soins somatiques et psychiques avec les soins médicaux, préventifs, curatifs, palliatifs, les soins techniques de type infirmier et équivalent, les prestations de psychologue, les prestations de rééducateur, et puis une autre série de prestations directes qui sont du côté de la rééducation et de la réadaptation fonctionnelle avec tous les rééducateurs notamment. Du côté de l'autonomie, on va avoir trois grands types de prestations, ceux pour les actes de la vie quotidienne, ceux pour la communication et les relations avec les autres, et puis ceux pour prendre les décisions adaptées pour soi et pour assurer sa sécurité. Et enfin, le plus gros bloc va comprendre toutes les prestations liées à la participation sociale, la question des droits, expression autour du projet personnalisé, exercice des droits et libertés, et puis la question de l'accompagnement dans un logement, les activités domestiques, tout ce qui va concerner les rôles sociaux, l'accompagnement pour la vie d'élève, la vie professionnelle, la formation professionnelle, les activités de jour spécialisées qui arrivent à cet endroit-là, la vie familiale, la parentalité, la vie affective et sexuelle, et puis l'exercice des mandats électoraux, la représentation des pairs, la pérédance. Vous allez trouver encore une série de prestations du côté de la participation sociale avec l'accompagnement des proches et du voisinage, l'accompagnement pour la participation aux activités sociales et de loisirs, et l'accompagnement pour le développement de l'autonomie pour les déplacements. Vous trouverez ensuite les accompagnements en matière de ressources et d'autogestion, avec la question de l'ouverture des droits, la question de l'accompagnement pour la gestion des ressources et les informations, les accompagnements pour la mise en œuvre des mesures de protection des adultes. Enfin, mais je vous en parlerai un peu plus tard, la prestation de coordination renforcée pour la cohérence des parcours. Un regard maintenant sur la construction de ces fiches, construite un peu sur le même modèle que celle des besoins, la description en haut de la fiche, les besoins auxquels répondent ces prestations et le petit paragraphe sur ce que ça n'est pas,
C'est une fiche assez rapide, vous en avez qui sont plus conséquentes et plus longues. Comme je vous l'ai annoncé, un petit focus sur la prestation de coordination renforcée qui a été rajoutée à la nomenclature en 2018, qui est une prestation particulière parce qu'elle va intégrer des notions de parcours, de pluridisciplinarité, de partenariat avec les uns et les autres. Elle se caractérise par deux choses. La personne concernée se trouve dans une situation d'une grande complexité et l'accompagnement qui est installé autour de cette personne est d'une grande complexité aussi parce qu'il va y avoir plusieurs domaines de prestations, il va y avoir plusieurs partenaires, plusieurs secteurs éventuellement, du côté de la psychiatrie, éventuellement du scolaire, du social, etc. Alors, c'est là où il y a une distinction importante, c'est bien une prestation directe parce que ça se déroule dans les lieux de vie de la personne, même si c'est dans des bureaux, enfin, on peut considérer que ça fait partie des lieux de vie de la personne, ça comprend bien des actions, ça répond aux besoins d'une personne de façon individualisée, même si parfois ça se passe en dehors de la présence de la personne. Voilà. Par contre, là où il y a une petite exception, c'est que ça ne correspond pas à un besoin identifié, il n'y a pas de besoin de prestation de coordination renforcée par rapport aux besoins fondamentaux de la personne et des besoins de compensation. Il n'empêche que l'équipe Séraphin PH, suite aux concertations avec les différents partenaires, a souhaité que cette prestation apparaisse de façon spécifique comme une prestation directe. Nous allons maintenant regarder quelques utilisations possibles des nomenclatures Séraphin dans différents contextes. Ces nomenclatures vont pouvoir être utilisées pour décrire les situations individuelles des personnes en situation de handicap, par exemple dans le cadre de l'écriture d'un projet. Elles vont être utilisées par les équipes aussi pour décrire leur offre, les prestations, éventuellement les besoins qu'elles ont identifiés dans le cadre des écritures de projets ou de rapports d'activité. Elles seront utilisées aussi par les instances départementales ou régionales, dans les projets régionaux de santé, dans les appels d'offres, les schémas départementaux. Et elles seront utilisées aussi comme langage commun dans les relations avec les partenaires, par exemple autour de réponses accompagnées pour tous, les territoires 100% inclusifs. Ici, vous avez un exemple d'utilisation de la nomenclature Séraphin PH pour le recueil des besoins dans le cadre de l'élaboration d'un projet personnalisé. Donc les besoins sont passés en revue sur la gauche de ce tableau et l'équipe et l'usager, les deux apparaissent sur ce tableau, vont identifier si le besoin existe et vont évaluer quelle est l'intensité de ce besoin pour pouvoir adapter ensuite les réponses. La même équipe, dans la continuité de cette évaluation, va faire apparaître les prestations dans la même logique, selon la nomenclature Séraphin PH, en faisant apparaître leurs objectifs, leurs modalités d'intervention, et ils ont rajouté une colonne de commentaires aussi, pour pouvoir spécifier des choses qui leur semblaient importantes de spécifier. Cela permet de faire apparaître les acteurs internes et les acteurs externes, avec les modalités d'intervention de chacun. Vous avez ici un modèle de recueil des besoins et des attentes des personnes en référence à la nomenclature Séraphin PH pour un PCPE. J'ai conscience que ce tableau n'est pas forcément très lisible pour vous. L'intérêt est de montrer que cette association a fait le choix d'évaluer l'ensemble de ses résidents avec Séraphin PH et d'agréger ces résultats pour repérer sur une unité, sur un groupe, quels étaient les besoins majoritaires, peu importants. Donc vous allez trouver au milieu l'ensemble des résidents avec l'évaluation de l'intensité des besoins pour pouvoir adapter ensuite les réponses. Et vous allez trouver sur la droite des colonnes qui vont indiquer le nombre de résidents qui sont concernés par tel ou tel besoin en fonction de son intensité. Ici, nous voyons comment une association, dans l'écriture de son projet de dispositif, a décliné et décrit ses objectifs d'accompagnement dans les trois grands domaines que sont les soins, la participation sociale et l'autonomie, en s'appuyant sur les nomenclatures Séraphin dans l'identification des besoins et dans l'identification des prestations, avec cet axe central qui était leurs objectifs d'accompagnement des usagers. Dans cette diapo, vous voyez le lien qu'il y a entre GEVA et les nomenclatures Séraphin PH. La GEVA, c'est un outil de recueil utilisé par la MDPH pour leurs évaluations. Et on voit bien que les nomenclatures Séraphin PH qui décrivent
les besoins et les prestations vont s'articuler avec la nomenclature GEVA et les MDPH sont en train aussi de s'approprier cette nomenclature Séraphin PH dans leur pratique. Pour terminer, ce schéma récapitule tout ce que nous venons de voir. Donc la première étape, c'est l'identification des besoins des personnes, des besoins en matière de soins, d'autonomie et de participation sociale, grâce à cette nomenclature. La deuxième étape est celle de nommer les prestations qui vont leur être proposées en réponse à ces besoins, prestations de soins, prestations d'autonomie, prestations de participation sociale. Et ensuite, la troisième étape va être celle de trouver les modalités de mise en œuvre de ces prestations, soit avec un intervenant unique, une réponse unique, qui peut être un établissement, un service ou un autre intervenant, libéral par exemple, ou éventuellement une réponse modulaire qui va engager à la fois des établissements et services médico-sociaux, éventuellement d'autres acteurs de différents secteurs, scolaires, sanitaires, sociaux, libéraux, réponse du droit commun, etc. Quelques liens pour pouvoir approfondir tout ce que nous venons de voir autour de Séraphin PH. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez avoir des précisions, avoir des conseils, voire une intervention de notre équipe sur cette thématique. Vous avez là le contact mail et le téléphonique de notre cabinet. Au revoir.